ce qu'il faut savoir sur le sujet de Warren Buffett, que ça soit dans ses lettres ou dans ses conférences, c'est que absolument rien de ce qu'il a fait lors de sa vie, ni des positions qu'il a prises, ne relève d'une virtuosité acrobatique de hedge fund surdéveloppé en termes d'analyse financière. Là. Salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va, ça va. J'ai le sourire, parce que ça fait 5 minutes qu'on discute en privé et qu'on se retrouve a priori, d'ailleurs, avec ceux qui pourraient venir à ce jour qui s'appelle la Paris Investor Week à Paris. Eh bien, Tout à fait. on y sera. Grand merci Qui à toi, sera Hugo. passé d'ailleurs quand vous verrez le podcast. Tout à fait. Et je me demandais si les gens vont tous m'offrir un pastis, en tout cas ceux qui nous connaissent. On verra ce qu'il en est. Mais Tout à fait. c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le deep dive, qui sera pas un deep dive d'analyse d'action, va consister à se pencher un petit peu sur le changement d'air ferme et définitif du value investing, puisqu'on a eu droit à la lettre d'adieu de Warren Buffett, qui est une lettre qu'il a écrite et qui commence par Je vais me taire. Voilà, donc ça sera un peu le sujet. Évidemment, il faut nuancer ce que je viens de dire. Et toi, Hugo, je ne sais pas où t'en es de ta réflexion sur le value investing. Je sais que tu as beaucoup lu et je me demande si tu as lu les lettres de Warren Buffett, parce que si tu les as pas lues, il n'y a pas beaucoup d'écrits de sa part. Eh bien écoute, je les ai jamais lus et c'est dans ma to-do depuis 2 ans. Il faut que je les lise. C'est une série de vidéos d'ailleurs que je m'étais dit que j'allais faire peut-être sur les lettres de Warren Buffett. J'avais essayé de commencer à écouter les conf calls de Berkshire Hathaway. Ils sont disponibles en podcast d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast. Il y a un mec qui a gentiment publié tous les conf calls depuis 1995, je crois, en podcast. Bon, le problème c'est que c'est des conf calls de 8 heures. Et le problème, c'est que le son est pourri et qu'en plus Buffett et Munger ils parlent dans leur barbe, donc en fait tu comprends rien. Oui, tout à fait. Donc j'ai vite décroché sur les conf calls de Berkshire, mais j'aimerais bien lire les lettres aux actionnaires. Il y a un autre investisseur que j'aime beaucoup pour ça, c'est François Rochon. Je sais pas si tu le connais. Alors, oui, je le connais, et il s'avère, pour ceux qui suivent un peu les Super Investors, que François Ronchon ou Rochon, je me rappelle plus. Rochon. Rochon. François Rochon est passé sur la chaîne de Nicolas Chéron, qui fait une journée, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé. Désolé Nicolas, si tu vois ce podcast, je peux pas faire de la pub. C'est l'Investor Day, je crois, je sais plus comment il appelle ça, Nicolas. Et François Rochon a été interviewé par Nicolas Chéron et Youssef de Master Bourse. Et j'ai invité Youssef à venir discuter avec nous. J'espère que ça va se faire en décembre. Donc il nous donnera de première main son retour sur la méthode de François Rochon, qui est, disons-le, quand même extrêmement proche de ce que fait Warren Buffett. Oui, c'est son inspiration. Buffett est son inspiration principale après. Mais c'est vrai que personnellement, tu vois, je m'identifie plus, quand je vois le portfolio de François Rochon, je m'identifie beaucoup plus à la stratégie de Rochon que de Buffett. Parce que c'est vrai que Buffett, bon, les actions qu'il a, c'est pas forcément des actions que personnellement je qualifierais comme de qualité, tu vois. Ah, c'est vrai? Non. Ok, d'accord. Écoute, on va parler de tout ça. Ça promet d'être intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne le plus en investissement, d'apprendre de ces gens-là qui ont passé l'épreuve du feu pour certains, 20, 30, 40. Et Ouais. Warren Buffett était arrivé à 60 ans de track record prouvé sur le fait que ce qu'il dit a de la valeur, au sens où ça rapporte de l'argent de manière constante sur plusieurs décennies, au-delà de ce qu'on voit par ailleurs, quoi. Enfin, grosso modo, c'est censé être un marqueur du fait que Warren Buffett aurait battu la chance. Parce qu'évidemment que sur un an,
tout le monde peut faire une perf exceptionnelle. Voilà, donc je propose quand même, avant qu'on en arrive là, qu'on revienne 2 minutes sur le podcast d'avant, pour faire une transition intéressante. Parce que le podcast d'avant, c'était sur le short de Michael Burry. Tout à fait. En fait, il s'avère que tu avais raison sur ta théorie, Mathieu. Alors, avant qu'on en arrive là, parce que j'avais pas forgé cet avis seul, tu m'avais donné des infos très importantes qui ont été mentionnées par Burry. Si ça a le mérite d'être discuté en préambule, c'est parce qu'aujourd'hui, évidemment que tout le monde se demande où va cette histoire des dépenses en investissement des Magnificent Seven pour les CAPEX IA au sens Ouais. large du terme. Et aujourd'hui, tu as quand même deux marqueurs de, entre guillemets, de suiveurs. Moi, j'en fais partie, je suis un suiveur, hein, je regarde ce que font les autres. J'en ai absolument aucune honte. Et les deux plus gros marqueurs d'une situation qui serait un petit peu décorrélée d'une valorisation normale. Mode détourné pour moi de dire qu'il y a peut-être une énorme bulle. Mais bon, comme personne n'est d'accord, je veux dire, on va pas pirater le cerveau des gens avec des positions clivantes. Mais grosso modo, tu as Buffett qui a atteint un montant de cash non investi qui est complètement démentiel. Évidemment, tu as les shorts de Michael Burry. Donc ça, c'est quand même deux marqueurs historiques de comportement de super investors. Michael Burry est par ailleurs toujours très contesté et mérite peut-être pas ce statut. Mais on en a parlé en long, en large, en travers. Retournez voir l'autre podcast si vous voulez avoir notre avis là-dessus. Mais voilà, Michael Burry short et Buffett est passé cash en vendant du Apple et en conservant des bons du trésor dans des proportions hallucinantes depuis maintenant 1 an et demi. Voilà. Donc ça, Tout je à sais pas fait. ce que t'en penses, mais... Bah, il avait fait quand même une petite entrée sur UNH au moment où, au plus bas, là, quand ça s'était complètement pété la gueule, mais c'était vraiment une toute petite position de son portefeuille. Je vais regarder sur Bagger tout de suite d'ailleurs et je vais te dire combien UNH, tu vois, c'est 0,6% du portefeuille de Buffett, donc on peut dire que c'est insignifiant comme pondération. Et alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Buffett est en train de vendre Apple. Bon, ça représente toujours 22% de son portefeuille quand même, donc il faut pondérer les choses. Mais c'est vrai qu'il a des records de cash. Il a jamais eu autant de cash disponible. En plus de ça, il y a Burry qui short le marché, mais bon, Burry, comme tu l'as dit, il y a le dicton qui dit que il a prédit les 17 des 2 dernières crises. Donc, il faut toujours prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Moi, j'ai toujours du mal avec la stratégie de Burry parce qu'en plus, il a un taux de rotation démentiel de 250% sur son portfolio. Donc, en fait, son portfolio change absolument tous les trimestres du tout au tout. Voilà. Je vais te donner la stat, et ça, turnover 250%. Donc, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes. Après, tu vois, il y a beaucoup d'arguments et de contre-arguments sur est-ce qu'on est dans une bulle ou pas en ce moment. Et je suis un peu mitigé parce que j'ai envie de te dire oui, peut-être sur certaines entreprises, mais peut-être pas au global, parce que quand tu regardes la différence avec la bulle la plus connue, la plus récente, c'est la bulle Internet des années 2000, les valos étaient beaucoup plus élevés dans les années 2000, et en plus de ça, c'était des valos sur des entreprises qui ne gagnaient pas d'argent. Il suffisait que tu mettes .com sur ton nom d'entreprise pour faire x100 le lendemain sur ton cours de bourse. Et du coup, forcément, des entreprises qui gagnent pas d'argent à des valorisations élevées, ça ne peut que s'effondrer. Or, là, on a des entreprises à des valorisations élevées, mais qui crachent un pognon monstrueux. Si tu prends Nvidia, qu'on pourrait qualifier de cher, parce que là, j'ai les chiffres sous les yeux, tu vois, elle a un PE de 54, mais il n'empêche qu'elle a une croissance des bénéfices de 30% par an, si ce n'est plus, et qu'elle a une marge brute de 90%, tu vois. Donc, en fait, sa valorisation est quelque part justifiée. Mais t'en as d'autres, dont Palantir, dont on a parlé la semaine dernière, tu vois, pour lesquels c'est peut-être pas justifié, parce que tu m'as expliqué la théorie sur Palantir, moi j'y crois pas, tu vois. Demain, si tu me dis il y a un business qui va prendre 10%
enfin qui va faire gagner 10% d'efficience à tous les business du monde et donc prendre une part de marché absolument considérable comme ça, c'est du jamais vu en fait. C'est impossible tout simplement parce que tu as forcément quelqu'un qui va arriver, qui va le concurrencer. Pour moi, c'est pas possible. Donc potentiellement sur Palantir, je serais d'accord pour dire qu'il y a une bulle. Mais sur les Mag 7 ou sur Nvidia, pas forcément. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que à la fois Burry et Buffett nous ont quand même clairement expliqué pourquoi. Et donc, il s'avère que Burry a publié une série de tweets. J'arrive plus à dire Ouais. tweet. En ce moment, j'arrive plus à dire tweet, je dis tweet. Bon, peu importe. Mais ça fait 2 vidéos que je fais ça. Et j'ai donc l'ami Burry j'ai regardé ça sur Twitter, qui a clairement déclaré que son short était dû au sujet qu'on a abordé, à savoir l'amortissement des capex IA, que tu ne Ouais. pouvais pas Les avoir fameux capex. à la fois des hyperscalers qui te disent j'estime que je fais toujours mes bénéfices parce que j'amortis mes investissements sur tel cycle de vie qui est de 6, 7, 8, 10 ans, et en même temps une réalité de dépenses dans ces puces qui fait que le cycle de vie serait plutôt de 2 ou 3 ans. Et qu'à ce Ouais. moment-là, c'est plus du capex amortissable, tu es censé quasiment le passer en dépenses courantes et les retirer immédiatement du bénéfice. Ce qui voudrait dire qu'au regard de Michael Burry, et ça rejoint aussi ce que je disais la dernière fois, c'est que Michael Burry n'agit que s'il estime avoir trouvé une fraude ou un mytho. Ouais. Et c'est clairement ce qu'il a dit, il y a une manipulation comptable sur les amortissements des capex IA, et il estime que du coup, toutes les boîtes qui amortissent mal leur capex, il l'a dit très spécifiquement pour Meta, et je sais plus laquelle, que du coup leur bénéfice était gonflé de 30%, à cause de cette norme comptable manipulée sur les amortissements. Mais j'ai envie de te dire, moi j'ai quand même l'impression que c'est un faux problème dans le sens où ça on le sait déjà et il suffit de regarder les free cash flow par action pour voir la réalité. Je suis d'accord. Alors concernant Buffett, je suis d'accord. Donc voilà. Tu peux voir la réalité, donc déjà tu peux t'en sortir avec les free cash flow et te faire tes valos avec les free cash flow, ce qu'on fait, ce qu'on recommande systématiquement. Mais il n'empêche qu'il y a un côté fraude, hein, faut quand même dire ce qui est. Si c'est avéré, hein, tout ça reste hypothétique, tout ça reste des opinions. Et quant à notre ami Warren Buffett, lui a été assez clair, puisqu'il l'a dit noir sur blanc. Ce qu'il faut savoir sur le sujet de Warren Buffett, que ce soit dans ses lettres ou dans ses conférences, c'est que absolument rien de ce qu'il a fait lors de sa vie, ni des positions qu'il a prises, ne relève d'une virtuosité acrobatique de hedge fund surdéveloppé en termes d'analyse financière. Là, comment il s'appelle le gars qui avait le fonds où il faisait 35% par an, là, qui est Dans les décédé? années 90 là. Non, Jim Dimon, là, un gars, un mathématicien. Tout le Ah, monde je sais connaît, pas. moi ça me revient pas, mais tout le monde connaît. Les Je gens. connais Jamie Dimon, mais pas Jim. Ouais, James Dimon, peu importe. Les gens connaissent, c'est un célèbre mathématicien qui avait fait un hedge fund privé qui allait chercher 35% par an. Mais ça, c'est non réplicable. Et l'ami Buffett, lui, a été transparent à partir de mi-2024, de sa conférence donc son cash a commencé à monter en puissance il y a 1 an et demi, et arrivé à sa conférence annuelle aux actionnaires aux alentours de mai 2024, il a clairement annoncé très simplement sa logique, qui était que les bons du Trésor, ramenaient à l'époque 5,5%. Ça a peut-être un peu baissé depuis, mais lui, il arrivait à trouver du bon du Trésor, je ne sais plus si c'était court terme ou long terme, et je ne sais plus si c'était 5,5 ou 5%, on n'en est pas là pour arrondir les demi-pourcents. Et en disant que, voilà, selon lui, le marché, le niveau de valorisation du marché ne justifiait pas d'être dans le marché au regard des bons du Trésor, qui sont ce qu'on appelle les taux sans risque. Donc les taux sans risque, parce que tu as 2 manières de pondérer un actif. Tu as la manière où toi, tu vas chercher un rendement qui te satisfait, c'est ce que tu fais dans Bagger, dans ta calculette de valorisation.
tu nous as mis en place un mode par défaut qui a un calcul à 12%. On peut le changer, chacun fait ce qu'il veut, et en général, on va chercher 10, 15, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Si on part du principe que les marchés sont efficients et que les actifs sont pondérés d'une manière, normale au regard des taux sans risque, alors un actif qui a pas trop de risque, comme Coca-Cola, tu peux tout à fait, essayer de pondérer sa valeur, à 3% de rendement, et te dire: «Bah, je préfère avoir Coca-Cola qu'un bon du Trésor», et du coup, tu achètes Coca-Cola à 70 balles. Donc c'est quand même ça la véritable, fair value, parce que tu as la valeur juste, et tu as la valeur de rendement recherché, qui est une valeur personnelle. Mais la valeur juste, c'est celle qui postule que les marchés sont efficients. Et donc, tu es censé décompter au taux sans risque, voir où ça t'amène de décompter au taux sans risque, voir si tu as une énorme décote par rapport à ça, et voir si tu acceptes une prise de risque qui fait que tu veux 50% de décote par rapport à ça, parce que tu estimes que tu te tromperas une fois sur deux, une fois sur trois, et donc tu doubles ce rendement-là. C'est un peu toute la logique qu'il y a derrière tous ces calculs. Voilà, donc on est en face quand même de personnes en ce moment qui font pour certains référence en ce qui concerne Bury. En tout cas, on ne peut pas nier qu'ils mettent clairement ses cougnettes sur la table quand il annonce quelque chose. Et Buffett qui fait référence, lui, a été 100% transparent sur cette histoire de valorisation du marché. Je finis sur 30 secondes. Par ailleurs, j'avais vu des stats où, tu sais, il y en a qui te font les historiques de marché avec le rendement de ce que pourrait être le marché à ce niveau de valorisation actuel qui est de 24, 26 sur tout le marché. Je ne sais pas ce que c'est la stat. C'est une bonne question. Si on va sur S&P 500 PE, en ce moment, on est à 30 de PE sur le S&P 500 au global. Donc c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Oui. Mais ça reste moins que en 2001, on était à 40. Enfin, au plus haut de la bulle. On était à 40. Et au niveau du Shiller PE, on est à 40 pour le coup. 40 de Shiller PE ratio. Tout à fait. Et là, quand même, il faut savoir que tous les gens qui vendent la stratégie ETF comme une stratégie certaine ont raison sur une statistique historique. Donc tout ça n'est basé que sur ce qu'on est capable de savoir du passé en triturant les données historiques financières. C'est que grosso modo, quand tu as un marché qui commence à décrocher alors qu'il a tapé un sommet, à partir du moment où tu as 15% de décote, tu sais que tu reviens, si tu rentres à 15% de décote, tu sais que tu reviens à ta mise de départ au bout de 4 ans. Historiquement, c'est ça. Par contre, quand tu achètes au plus haut et que tu te plantes parce que tu as acheté au plus haut et que tu as un gros crack et que tu es dans le pire des cas, tu achètes le haut de la bulle.com, la stat, c'est que tu as 95% de chances de récupérer tes sous sur 20 ans. Donc la stat, elle est quelque part comme ça, là, grosso modo. Sur un an, c'est une chance sur deux de gagner de l'argent, c'est ça le marché. Sur un an, c'est une chance sur deux. Sur 5 ans, je sais plus ce que c'est la chance, mais c'est un peu mieux. Et puis sur 20 ans, progressivement, plus tu te rapproches des 20 ans, au plus tu te rapproches des 100% de gagner de l'argent. Donc tous les gens qui croient dans cette stat sont par ailleurs, du coup, qui est basée sur les données historiques. Si vous en êtes convaincu, si vous êtes convaincu que le marché va vous offrir votre certitude de gagner de l'argent sur 20 ans par statistique de l'historique, malheureusement, les mêmes statistiques vous disent que quand un marché est valorisé au point où il en est, eh bien, il y a une chance sur deux qu'il soit revalorisé l'année prochaine, qu'il ait continué de monter, et une chance sur deux qu'il ait commencé à baisser. Donc, on ne peut pas conclure sur l'imminence de ce qui pourrait se passer en termes de direction du marché. Par contre, la stat, c'est qu'il ne fait pas plus de 3% dans les 10 ans qui suivent. Donc, sur 10 ans, c'est 3%. Bah en fait, le calcul il est assez simple à comprendre. C'est exactement comme une entreprise. Si une entreprise a un PE de 40 et que sur les 5 prochaines années, ce PE passe de 40 à 20, bah, son prix de l'action fait moins 50% automatiquement. Et donc même si ces EPS continuent à augmenter et qu'elles continuent à faire des bénéfices, potentiellement le rendement sera nul. Et c'est pour ça souvent qu'on voit des entreprises qui ont été
chèrement valorisé à un instant T. Dernière en date, tu vois, je pense à IDEX, qui a connu une énorme survalorisation en 2021. Elle est montée à 60 de PE, quelque chose comme ça. Et depuis, en fait, le cours de bourse est flat, malgré des résultats exceptionnels, tout simplement, puisque la valorisation redevient normale. Et c'est ce qui risque d'arriver sur le marché. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais faire une petite simulation. On va demander, je vais faire une petite simulation avec Gemini rapidement, si tu veux continuer à exposer ça. Oui, en fait, le sujet pour Buffett, qui lui a une vision au minimum 10-20 ans, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, il est convaincu dans la manière dont il gère son pognon, qu'il est plus confortable d'avoir des bons du trésor entre 3 et 5,5%, hein, ça dépend au moment où il les a achetés, plutôt que de prendre des positions sur le marché. Alors ça n'empêche absolument pas qu'il trouve des opportunités dans le marché, mais là on arrive à plein de sujets qui tournent autour de la taille de Berkshire Hathaway. C'est que en fait il a une partie de son portefeuille pour lequel il décide lui. C'est la plus grosse partie, c'est le top 20, c'est celle qui représente la plus grande partie de la valorisation de Berkshire Hathaway. Mais en général, quand tu vois toutes ces petites positions là de 0,5%, 0,2, 1% de prise de position à gauche à droite, en général, ce sont des managers, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais qui font partie de la team Buffett, dans son cercle proche à Omaha, et à qui il a délégué quelques milliards. Mais voilà, le problème, c'est que quand le mec il est manager chez Berkshire Hathaway, aussi brillant qu'il soit, s'il gère entre 2 et 5 milliards et qu'il achète UNH pour une partie de l'enveloppe qu'il gère, malheureusement, sachant que Berkshire Hathaway est valorisé au global dans les trilliards ou un peu moins, je sais pas, toi tu pourrais nous le dire en regardant, en market cap, je vais te dire ça tout de suite. où on regarde la position cash qui est de quasiment 400 milliards, ça fait pas bouger beaucoup l'aiguille de l'investissement. Donc des opportunités, il y en a toujours, mais eux, ils ont un véritable problème de taille de cash, quoi. 1 trilliard à peu près. Ouais, c'est ça, 1 la market trilliard cap. de capitalisation. Et du coup, j'ai la réponse à la question. Donc, tu vois, j'ai posé le problème assez simplement à Gemini. Le PE médian du S&P 500, c'est à peu près... 17, 22, j'ai mis 15. Tu vois, là, j'ai mis 15 parce que c'est à peu près le milieu sur le graphique. Ok. C'était les niveaux de 2012, tu vois, par exemple. C'était aussi les niveaux de 2006. Donc voilà, un PE de 15. Donc si jamais le S&P 500, qui est à un PE de 30 aujourd'hui, passe à un PE de 15 d'ici 2030, mais que les EPS du S&P 500, donc les earnings de toutes les entreprises du S&P 500, donc les bénéfices des 500 entreprises qui les composent, continuent de croître à 10% par an, ce qui est déjà énorme. C'est sympa, au global. Au global. Je crois que c'est à peu près de toute façon la moyenne du S&P 500. J'ai pas la stat pour les earnings, mais bon, on va dire que c'est ça. Donc 10% par an. Eh bien, le rendement pour l'actionnaire qui rentrerait aujourd'hui dans le S&P 500 serait de moins 7% par an. Puisque en fait, les 10% de PS ne suffisent clairement pas à contrebalancer la décrue de PE. la chute du multiple de valorisation du S&P 500 qui serait du coup dans ce scénario divisé par 2. Donc effectivement, si tu tires ce genre de conclusion, tu comprends pourquoi Buffett préfère potentiellement les bons du trésor au marché. Est-ce que dans ce que tu as dit, c'est hors dividende ou c'est dividende réinvesti? Tu le sais? C'est hors dividende. C'est Ouais, hors donc, dividende, mais bon, si tu rajoutes 1% de dividende par an, t'es à moins 6%, quoi. Grosso modo. Quand même, ça peut faire, enfin, ça serait quand même colossal, parce que tu imagines que si Buffett a raison, comme il a souvent eu raison par le passé, parce que autant Burry a prédit 14 des 2 derniers cracks, autant Buffett s'est rarement trompé. Il s'est beaucoup trompé, comme il l'a dit lui, par coup d'opportunité, mais il a de mémoire en 60 ans, il a jamais perdu de l'argent sur les marchés. Il a jamais eu une position qui est allée à 0, jamais. Après, il en a peut-être soldé en moins-value, hein. Là, la partie que je viens de vous annoncer, c'est d'avoir
une mort terminale d'un de ces investissements. Mais bon, si tu es dans un scénario que tu viens de décrire, earning per share qui croît de 10%, et retour à la normale d'un PE vers les 15, ça m'étonne un peu. Dans ma tête, je pensais que c'était plutôt quoi que ce soit entre 17 et 20, mais certes, je vais... Ouais, là j'ai vraiment pris Voilà. Attends, médian, tu vois, médian il dit 15,6 là, le site sur lequel je suis. 15,6, et tu vois le minimum, le plus bas c'était 5 en 1917. Et le plus bas, le plus récent, c'était 6 à peu près en 1980, et le plus haut, c'était 123 en mai 2019. Alors pourquoi en 2009, j'en ai aucune idée. Bah, écoute, ça va être rock'n'roll si ça se passe comme ça. Mais voilà, moi, historiquement, j'ai absolument pas autant de bouteilles que certains. Mais je suis quand même concerné de plein fouet par l'histoire des marchés financiers depuis 2007. Donc ça commence à remonter. Et tout mon historique personnel de l'investissement sur les marchés financiers, en gros, achète en toutes circonstances et la bourse fait que monter, on l'entend que depuis 4 ans. Mais historiquement, tu sais, si tu achètes la bourse en 97-98 et que tu attends 20 ans, tu as grosso modo fait x2. Sauf qu'en 20 ans, il y avait eu l'inflation. Et comme l'inflation, c'est x2 en fait, tu fais 0 quoi, en concret. Donc c'est des décennies perdues, ça arrive. Ce serait peut-être le pari de Buffett qu'en fait il est en train de créer dans sa tête un écart de quoi que ce soit entre 5 et 10 points avec le marché. Si ça se passe comme tu dis, en fait il va faire 10 points de plus par an, quoi, en moyenne. Parce que lui il fera du 5 tranquille dans son coin. Et si le marché fait moins 5, ça fait un écart de 10 points. Et d'où l'importance, je pense, d'être vraiment serein avec son portefeuille et d'avoir de grosses convictions sur ses positions, parce que je pense que la grande majorité de nos auditeurs, et moi y compris, nous avons commencé à investir après le Covid. Donc en fait, par 2022 et le mini crack d'avril, on n'a connu que des marchés haussiers. Donc bon, si on se tape une décennie perdue et qu'effectivement le S&P 500 fait moins 7% par an quelque part dans les 5 prochaines années, je pense que ça va tous nous faire drôle. Et à ce moment-là, il vaut mieux, je pense, avoir une partie stock picking dans son portefeuille et être convaincu des positions qu'on a en portefeuille, parce que voilà, on y revient à chaque fois, mais la personne qui est 100% ETF, qui s'est dit je vais acheter le S&P 500 sans jamais me poser de questions tous les mois comme on m'a dit de faire, et je vais avoir du 10% par an garanti. Bon, le jour où ça fait moins 7 pendant 5 ans, je pense que cette personne-là, on la reverra pas longtemps, on la reverra pas de sitôt sur les marchés boursiers. Écoute, moi je pense que personne n'a menti de ce que je connais de ces Non. histoires, hein. Personne n'a menti depuis que les gens ont appris certains mots d'ordre qu'on entend non-stop depuis 2020. À bien des égards, ils avaient raison. Il y a beaucoup de stratégies qui sont très louables. J'estime qu'elles commencent à être surcotées et qu'elles n'ont peut-être pas vocation à rester rentables. Mais il y a énormément d'arguments qu'on entend toujours, mais qui sont pas prépondérants dans le narratif. Je te l'ai déjà dit plein de fois, il fut un temps où le mot d'ordre c'était cash is king. Ça l'est moins parce qu'il y a de l'inflation. Donc tu peux pas entendre le mot cash is king quand il y a de l'inflation. Mais je te garantis que tu peux revenir dans un environnement déflationniste en cas de récession, et puis avec des marchés qui baissent, et des gens qui n'ont jamais entendu cette expression, d'un coup on va vous marteler pendant 3-4 ans, cash is king. Voilà, et vous allez découvrir qu'il y a des périodes de marché où cette expression existe autant que investit tous les mois une partie fixe en fonds indexés. Toutes ces expressions existent, elles coexistent. Les dividendes, parfois tu as des gens qui dénigrent les dividendes. Vous verrez que des dividendes sont parfaitement
appréciable. Moi, j'ai quelques actions où mon rendement de dividende sur coût me garantit quoi que ce soit entre... Je pense qu'en moyenne, en rendement sur coût sur mes dividendes, je dois être dans les 8%, quoi. Donc moi, quoi qu'il se passe sur les marchés, en rendement sur coût, sur toutes mes actions à dividendes, je vais faire du 8%. Du 8%, comme les tweets. Mais voilà, après, faut aussi qu'il soit maintenu. Et ça, c'est une autre histoire. Donc ce qu'il y a derrière la stratégie de Buffett, c'est quand même un petit peu tout ça, quoi. C'est que une des particularités de Buffett, et ce qu'il dit dans sa lettre, c'est que lui, il estime qu'il a eu énormément de chance. Ça m'a étonné quand même, parce que je comprends ce qu'il veut dire, mais grosso modo, il dit... alors, avant qu'on parle de chance, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une grosse différence qui est faite entre le mot luck et le mot chance. Donc quand on dit chance, en France, le mot chance, c'est assez neutre. C'est-à-dire tu as une chance sur 2 et tu sais que tu peux gagner ou tu peux perdre. Aux États-Unis, le mot chance, take a chance, ça a une connotation négative. Ça veut dire, si tu prends ta chance, on t'annonce, tu vas te planter. Donc la chance, elle est séparée en 2 mots aux États-Unis. Le mot chance a une connotation négative et le mot luck a la connotation positive, qui est avoir de la chance, comme on est chez nous. Donc Buffett a dit j'ai eu de la chance. Ça ne veut pas dire qu'il a joué à pile ou face. Ça veut dire qu'il estime qu'il a eu une bonne étoile. Ça c'est quand même important à savoir. Il n'a jamais joué entre guillemets à la roulette russe. Mais il estime qu'il est né à la bonne époque, qu'il est né au bon endroit. Donc il est quand même de Omaha, dans le Nebraska, qui est une... je sais pas si c'est le chef-lieu du Nebraska, je me suis jamais renseigné. Mais Ouais, je crois que si, hein. c'est le chef-lieu. Ouais, bah ouais. Et si je dis pas de bêtises, pour vous figurer ce que c'est le Nebraska, alors peut-être que des passionnés vont me dire que je suis complètement à côté de la plaque, mais je crois que c'est l'endroit où il y a la série Breaking Bad. Tu sais, Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Breaking Bad, c'est au Nouveau-Mexique. C'est pas à côté du... Il va pas s'enfuir au Nebraska à un moment donné? Peut-être, mais alors peut-être à la fin quand, alors bon, on va spoiler Breaking Bad pour les gens qui l'ont pas vu, mais peut-être à la fin quand il s'enfuit, et encore je suis pas sûr. Non, le Nebraska c'est en plein milieu des États-Unis, c'est entre le Kansas et le Dakota C'est et semi-désertique. et je sais pas du tout. Et C'est le ambiance Breaking Bad, Nouveau-Mexique quoi. Cette espèce de zone c'est perdue. Texas. Et donc dans sa... Oui, bah écoute, faut que j'aille retourner voir Breaking Bad apparemment. Je regarde Stranger Things en ce moment, parce que j'ai adoré cette série et je vais voir ce que c'est la prochaine saison, qui sort dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et tout ça nous amènera un jour à un podcast sur Netflix. Ça c'est faut quand même qu'on en parle. C'est fort probable, effectivement. Donc le concept de Warren Buffett sur ce qu'il appelle sa bonne étoile, c'est qu'en fait il est né loin de Wall Street, où il a toujours dit que en travaillant sur ces sujets-là, depuis ce trou paumé entre guillemets du Thomas dans le Nebraska, en fait il avait eu la chance de garder la tête sur les épaules, au sens de garder le sens du business du propriétaire d'épicerie. Hein. Je veux dire, ça fait partie du lore Warren Buffett, toute cette histoire où en fait son grand-père avait une épicerie à Omaha, une petite ville à côté, j'en sais rien lequel des deux. Et il y a du monde qui est passé par là. Charlie Munger est allé là-bas et Warren Buffett est allé là-bas. Ils ont appris le business à l'ancienne. Ils ont livré des journaux à 12 ans. Donc c'est une génération qui a connu cette Amérique post, il est né en 1930, donc des post-Grande Dépression, où il fallait bosser pour avoir $1 et où tu as une culture très très profonde du business. Je sais pas ce que c'est le niveau de connaissance des gens sur la culture du business américain, mais évidemment tout le monde sait qu'aux États-Unis, tu n'as pas de protection sociale, ou très peu. En fait, elle arrive et elle est montée en puissance depuis au moins 20 ou 30 ans.
Mais dans l'Amérique profonde, tu as les gens qui pratiquent, à la place du social, ils font la charité dans les églises. Et puis pour les enfants, tu as cette culture d'aller de suite gagner de l'argent en tondant la pelouse du voisin, en allant livrer des journaux. Dans les films historiques, on voit tous les gamins qui cirent les pompes, dans les villes. Il y a toute cette histoire-là et ça fait partie, même aujourd'hui où il y a des systèmes sociaux développés, heu, où ça fait partie, ou la culture du tips aux États-Unis. Mmh. Le serveur n'est pas sur n'est pas sur la fiche de paye du restaurant. Le serveur est payé uniquement par les pourboires. Ça, c'est quand même délirant, quoi. Donc, quand tu te pointes pour faire serveur aux États-Unis, tu n'es pas salarié du lieu où tu travailles de règle générale. Et les gens te récompensent pour ta qualité de service avec le fameux tips, et etc. etc. Donc, tu as toute cette ambiance dans laquelle Buffett et Charlie Munger ont grandi. Et Charlie Munger, l'acolyte de Buffett, était un très grand, comment dire, scholar, on dit en anglais, mais une éminence Un académique, érudit. un érudit, voilà, de la psychologie. Très intéressant aussi, les 15 ou 20 points que met toujours en avant Charlie Munger sur la psychologie. Et il y en a un qui relève alors c'est pas la psychologie des foules, c'est les mauvaises fréquentations. Ça, Mmh. tout le monde connaît. Donc c'est très connu dans l'expérience de Milgram, hein, je sais pas si tu la connais celle-ci ou Avec le chamallow. alors le chamallow, c'est d'autres expériences sociales sur le delayed gratification, hein, le Ouais. repousser la gratification un peu loin. Et c'est Mais 1000 grammes, je crois. Milgram, c'est peut-être lui qui l'a faite, mais la plus connue de Milgram, c'est celle du choc électrique, sous Ah supervision, oui, non, elle peut-être est que je très, très confonds connue alors. dans la socio, où, tu as le fait de mettre un candidat dans des conditions où il est «encadré» entre guillemets par une forme d'autorité, quelle qu'elle soit, hein. Dans l'expérience Milgram historique, c'est, des mecs en blouson scientifique. Ouais. On fait croire au mec qu'il est recruté, puis il doit administrer des chocs électriques à une personne. Évidemment, c'est pour de faux. Et à un moment donné, alors qu'au départ, on lui avait dit d'administrer un choc électrique sans dépasser une certaine valeur parce que ça peut être mortel, à un moment donné, il teste si, au bout d'un certain temps, avec l'autorité, tu arrives à faire administrer un choc que la personne sait euh, que ce choc pourrait être mortel. Et sous couvert de cette autorité de l'expérience et du mec en blouse blanche, du scientifique à côté, il y avait une proportion incroyable de gens qui se pliaient à l'autorité et à tout cet environnement pour administrer les chocs électriques. C'est la fameuse expérience de Milgram. Bon, désolé pour ceux qui la connaissaient, il fallait quand même que je la résume pour ceux qui n'étaient pas familiers avec ça. Et tu as évidemment les mêmes phénomènes à Wall Street. Enfin, je sais pas si tu as vu des films sur Wall Street où ils font tous les fous dans les bureaux, là. Mmh. Quels sont les plus célèbres? Le Loup de Wall Street, Ouais, le Wall Big Street, c'est Short. excellent d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Big Short, c'est excellent aussi. Voilà, donc tu, J'en ai pas d'autres en tête d'ailleurs. le sujet, c'est que tu peux pas t'extraire, psychologiquement, s'extraire de son milieu proche. Et les Mmh. parents, tous les parents le savent. Moi, je suis parent, tu l'es pas encore. Je te souhaite que tu le deviennes. Mais tous les parents ont toujours exigé de leurs enfants qu'ils aient des bonnes fréquentations. Mmh. Parce que Oui, tout le puis il y monde a le sait, fameux proverbe, tu sais, tu es la somme des 5 personnes t'as que tout tu dit. fréquentes le plus. Mais c'est vrai que Munger a été très axé là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un podcast, alors je saurais pas te dire lequel, sur TIP, The Investors Podcast, avec, comment il s'appelle, l'Indien Monish Pabrai, Ouais. qui parle justement beaucoup de Munger parce qu'il était assez proche de Buffett et de Munger. Et justement, il parle souvent de cet aspect focus sur les relations. Alors, j'ai plus les concepts en tête, hein, mais qu'il a appris justement de Munger. C'est ça. Et donc, dans ce quartier d'Omaha, avec cette ambiance qui était un 1000 grammes positif, quoi, hein, ou une moyenne comme tu dis, la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, Buffett estime qu'il a eu une bonne étoile de tomber là-bas, parce que
il est quand même tombé dans un quartier et dans une ville où il a rencontré Charlie Munger et où quand même à 30 balais, son voisin d'en face ou à 4 maisons était le futur PDG de Coca-Cola. Donc c'est quand même complètement délirant l'histoire, quoi. Ouais. Donc c'est l'endroit où cette Amérique profonde où a grandi Warren Buffett était un incubateur de businessmen à l'ancienne, pas des pas des loups de Wall Street, quoi. En gros des épiciers et des gens qui avaient des commerces de ville ou ce genre de choses. Donc il a gardé ça toute sa vie et c'est ce qu'il a construit avec Buffett, hein, avec Berkshire Hathaway. Donc ça c'est quand même extrêmement central dans son dernier message. C'est reconnaître qu'il y a une quantité de bonnes étoiles qui s'est accumulée sur lui. Mais encore une fois, c'est pas de la chance. Il a jamais joué à la roulette russe dans ce qu'il a fait. Mais il reconnaît avoir une bonne étoile. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'à un moment donné, il dit je suis né en 1930 en bonne santé, raisonnablement intelligent, blanc, homme et en Amérique. Waouh, merci à ma bonne étoile. Bon, tout ce qu'il dit là dans cette liste, l'un va pas sans l'autre. Parce que en gros, si tu nais pas en 1930 et que tu nais en 1925 et que tu es raisonnablement intelligent, blanc et en Europe, bah, tu crèves dans la Seconde Guerre mondiale. Donc rien de tout ça ne va, enfin voilà, rien ne va sans l'autre. C'est pour ça que c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont les caractéristiques qu'il a notées comme étant des caractéristiques de chance pour lui. Des gens qui sont nés sous cette configuration-là, il y en a quand même des centaines de millions. Et il n'y a qu'un seul Warren Buffett. Voilà, tout le monde n'est pas devenu Warren Buffett en ayant ce jeu de cartes à la naissance. Voilà, mais je ne sais pas ce que toi tu estimes relever de la chance dans ta réussite ou si tu estimes que c'est que du travail. Bah, je pense que tu as une part des deux, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est ce que disait, je sais pas si tu l'as lu ce livre, c'est The Psychology of Money de Morgan Housel. J'en ai lu un résumé, mais je ne l'ai pas lu. Mais je Ok, t'en prie. alors il est vachement bien, je te le recommande. Et dans le passage, et dans le livre, en fait, il y a tout un passage, alors je saurais plus te donner les nombres exacts. Non, je vais même pas m'embêter à essayer de les chercher parce que vous savez quoi, de toute façon, dans Focus Fondamental, on ne va donner que des chiffres faux. Donc partez du principe que les chiffres que je vais vous donner sont faux. D'habitude, c'est toi qui donnes les bons chiffres. Il faut que tu compenses mon incapacité à vouloir me concentrer là-dessus. Non, mais en fait, ce qu'il disait dans le livre, c'est que tu as toujours une part de travail et une part de chance dans la réussite. Et il donnait l'exemple de Bill Gates. Indéniablement, tu as une part de travail dans le succès de Bill Gates. Mais en fait, quand tu mets bout à bout, d'un point de vue statistique, toutes les choses qui ont fait que Bill Gates a réussi, en fait, c'est extrêmement faible. Parce que déjà, il est né... alors, je crois qu'il a fait ses études en Californie, mais j'ai peur de te dire une connerie, donc voilà, rectifiez-nous dans les commentaires si c'est pas le cas. Mais en gros, il a fait ses études aux États-Unis dans les années 60 ou début 70, en Californie ou dans un autre État très riche des États-Unis. Et en plus de ça, il était dans la seule école, c'était l'équivalent du collège en France, aux États-Unis à l'époque, qui était la première à s'équiper d'ordinateurs. Donc en fait, il a été quasiment le premier enfant aux États-Unis en fait à apprendre à coder. Et il se trouve qu'il avait un prof qui était passionné d'informatique dans cette école, qui a tout fait pour justement essayer d'acheter des ordinateurs, parce qu'à l'époque, un ordinateur, ça valait des dizaines de milliers de dollars. C'était un coût astronomique, c'était la taille d'une pièce, les ordinateurs IBM. Pour ceux qui ont regardé Mad Men, regardez Mad Men, d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est excellent comme série. Et en fait, mis bout à bout, la statistique
qu'il faut pour être la bonne personne née au bon moment, à la bonne époque et dans la bonne école qui a le bon ordinateur, machin, elle est extrêmement faible. Et il donnait un autre exemple, c'était la statistique inverse, qui était qu'il y avait un collègue de Bill Gates, qui était son meilleur ami d'enfance. En fait, ils ont failli fonder Microsoft ensemble, ou ils ont fondé Microsoft ensemble, pareil, je sais plus. Et en gros, lui est mort dans un accident de randonnée. Donc, il a fait toutes les choses parfaitement bien, comme Bill Gates, jusqu'à ses, je sais pas, 25-30 ans. Sauf que lui, il a eu, pareil, statistique hyper improbable. Il est il est mort dans un accident de randonnée en montagne, et du coup, bah, il a jamais pu voir la suite de sa carrière. Et donc, voilà, tout ça pour dire que tu as toujours une part de succès, enfin, une part de mérite, et une part de chance dans ce que tu fais. Ça me paraît évident. Ouais, voilà, je suis un peu étonné qu'il ait mis l'accent là-dessus dans ce combo qui est très américain, hein, de se présenter avec de la statistique sociale, ethnique et compagnie pour expliquer le succès. C'est quand même très très américain. C'est pas la pratique qu'on a en France de faire ça. Mais voilà, Bill Gates et Warren Buffett, s'ils étaient nés il y a 1000 ans, c'était ceux qui survivaient pas, quoi. Donc l'époque, je pense, est beaucoup plus déterminante que quoi que ce soit d'autre. Je pense que l'époque et la géographie est déterminante. Et puis l'âge est déterminant. Et mine de rien, je veux dire, 1929, c'est le krach boursier du siècle, suivi de la Grande Dépression, qui a été l'une des pires de ce siècle. Ouais, ça a été la pire aux États-Unis. Et en même temps, donc tu pouvais te dire que naître en 1930, c'était le pire moment, parce que ça l'était. Parce que les États-Unis n'ont pas connu la guerre sur leur sol, à part la guerre de sécession, où ils se sont fait une guerre civile. Donc c'est vraiment le pire moment qu'ils ont connu au niveau appauvrissement, en dehors d'un événement où tu te fais envahir et que tout le monde pète ta baraque, quoi. Et donc le pire moment pour naître, c'était 1930. Mais à la sortie, c'était aussi les gens qui ont marché sur la Lune, je crois, il y en a une proportion incroyable qui sont nés en 1930. Donc, oui, c'est ce que les Américains appellent la Great Generation ou ouais, il y a ça. Greater Generation, je sais plus laquelle c'est. Le Greatest Generation, ça c'est ceux qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Et après, je crois que tu as la génération silencieuse. Et après, tu attaques les boomers. Les fameux boomers. Oui, oui. Mais il y en a ouais, sûrement parmi tout à nos fait. auditeurs. C'est fort probable, effectivement. On va ménager la chèvre et le chou. Et puis, de toute façon, moi, j'ai rien à reprocher à personne. J'ai fait ma retraite seul dans mon coin. Donc, je vais pas faire partie de ceux qui se plaignent tout à fait. que les boomers ont une retraite trop développée. Inversement, eux pourraient me reprocher de ne pas contribuer à leur système. Donc, ça, c'est un autre débat. Voilà, donc il y a quand même un truc qui est assez marquant dans le parcours Buffett et Charlie Munger. Donc là, j'essaye en fait de venir sur des points que vous n'avez pas vus 2000 fois dans des vidéos, comment Warren Buffett est devenu milliardaire et compagnie, hein, parce qu'on a une audience très éduquée sur tous ces sujets. Donc on va aller sur des points un petit peu plus de niche. Warren Buffett et Charlie Munger, surtout Charlie Munger, c'est lui qui a étudié ça, ont énormément pondéré dans leur analyse d'entreprise les mécanismes d'incentive. Et pas pour n'importe quelle raison. Donc eux-mêmes sont businessmen, eux-mêmes sont dirigeants d'entreprise. Berkshire Hathaway, Buffett a fait sa fortune au départ en créant lui-même des business. En fait, ensuite, il a fait une grande partie de la fortune de Berkshire Hathaway en rachetant des business privés. Donc, il est extrêmement au courant de ce qui se passe dans le déroulé d'un business, alors que tu vois, on parlait de François Rochon la dernière fois, qui, à la différence de Berkshire Hathaway, tous ces super investors qu'on voit dans les posters où tu vois des têtes de super investors avec leur portefeuille, tous sont des investisseurs de fonds d'investissement, sauf Buffett.
Buffett est Ouais, d'abord un entrepreneur. tout à Donc il n'a fait. pas du tout la même psyché que les autres. C'est quelqu'un qui est obsédé par le client. Et pour ce qui est de mesurer la qualité de son business, il est obsédé par le client. Mais ce qui est ton cas aussi, Hugo. Quand toi et moi, on parle de business en termes d'entreprise, on est obsédé par le client et la concurrence. Le client, la concurrence. Le client, la concurrence. Quand tu gères un business, tu es obsédé par ces deux choses-là. Alors le client, c'est ultra général. Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il peut trouver mieux? Est-ce qu'il sera là l'année prochaine? Est-ce que c'est le même qui revient? C'est toutes ces questions-là. Et la concurrence, c'est est-ce que je fais mieux que les autres? En fait, tu as des centaines de questions qui se posent, mais ton obsession tourne autour de ces deux sujets-là en permanence. Et donc sur la partie client, ça c'est un sujet, on va pas le couvrir. Par contre, sur la partie business, exécution du business, ils se sont rendus compte à quel point l'incentive, donc l'incentive, comment tu appellerais ça en français, toi? Incitation? L'incitation? Ouais, voilà. Les Ouais, politiques d'incitation. ça vient de là, mais ça a pas vraiment la même, ça veut dire à peu près la même chose, mais ça s'emploie pas vraiment de la même manière, je trouve. Bon, entre guillemets, comment tu le résumerais? Ce serait toute politique qui vise à faire en sorte que les gens adaptent leur comportement parce qu'ils vont en retirer une certaine récompense. Et que Mmh. si tu Ouais, c'est ça. places, si tu places mal la récompense, en fait, tu te retrouves avec des effets pervers et tu as énormément d'entreprises qui sont détruites ou qui tournent très mal parce que la récompense fait que le système se met à dériver vers des effets pervers. Donc soit tu récompenses trop les commerciaux, du coup ils vendent comme des fous, sauf que derrière tu peux pas tenir ta promesse de qualité et c'est la réputation de ton business qui en pâtit. Soit tu alors je vais vous donner un exemple que j'avais entendu, justement de la part de Charlie Munger, où, sur l'incentive. Il avait étudié ça en particulier, l'exemple le plus frappant qu'il avait mentionné, c'était sur FedEx. Donc FedEx, entreprise, historique, bon plutôt les postes, hein, les PTT américaines, donc entreprise de transport et de livraison de colis. Ils avaient créé un hub, je sais pas où il est ce hub, hein, on va dire Atlanta, hein, peut-être que j'ai tapé juste, mais Atlanta c'est un hub d'aéroport, donc on va dire que c'est là-bas. Où, en fait, tous les colis qui partent des États-Unis sont centralisés à Atlanta, dans la journée et du coup, il faut faire le tri, la nuit et le lendemain, que tous les colis partent vers la bonne destination et ils ont tout essayé pendant des années, les règles, le management, le training, les process, pendant des années, ils ont essayé, d'améliorer cette nuit de tri parce qu'ils n'arrivaient jamais à faire le boulot. Ils n'y arrivaient jamais. Voilà. Si le boulot était mal fait, ou il y avait des erreurs, ou il n'était pas fini, ils le faisaient en 2 jours. Et ils ont résolu le problème en une seule fois, en changeant, l'incentive et en mettant en place, ce qu'on appelle, chez les éboueurs, le fini parti. Et là, quand ils ont dit aux employés: «Fini parti», première nuit, réglé. Donc voilà, c'est ça le pouvoir de l'incentive et ce genre d'exemple et ce genre d'expérience qu'avaient qu'ont les gens qui sont dans l'entreprise, qui à un moment donné trouvent des déclics comme ça pour améliorer, de manière substantielle la performance de leur business. À la fin, tu sais que le manager d'un business, est en fait un paramètre, au-delà, du déterminant. C'est quelque chose dont on se préoccupe très peu, nous, quand on choisit des entreprises. Tu te renseignes un peu sur le manager. Mais en fait, tout business finira par ressembler à son manager. Mmh. Bagger est une application que tu as développée, son contenu, sa logique, ce qu'il y a dedans, bah, ça ressemble à toi. Et puis si tu prends une application concurrente, bah, ça ressemble à ce qu'ont fait les concurrents. Et moi qui te rejoins, je le vois ça, je le vois très fort parce que j'avais commencé à en faire une de mon côté, qui me ressemblait donc à moi. Du coup, elle était un peu mal foutue, tu vois? Mais elle avait de très bonnes idées. Mais elle était en développement. Et
Et en fait, c'est déterminant, la personne qui manage. Donc ça, c'est Bah, clairement d'ailleurs, c'était une phrase de Munger, je crois, si je dis pas de conneries, je vais te la dire très exactement. Que j'ai mis en citation d'ailleurs dans mes analyses maintenant. Ah non, c'est Philip Fisher, même pas. C'est In the voilà. long run, it's the management quality that determines success. Donc sur le long terme, c'est la qualité du management qui va déterminer le succès d'une entreprise. Exactement. Et en fait, c'est une évidence. Parce qu'une entreprise, à un moment donné, c'est des décisions quotidiennes. C'est avant tout des humains. Oui, et puis c'est des choix de priorité. C'est comment tu gères tes priorités, quelles décisions tu prends. Alors, après, évidemment qu'il y a des business qui ont une nature qui leur est propre et qui ont tendance à être de base un monopole ou à virer à un monopole par effet de réseau. Où il y a tout un tas de circonstances qui fait que des business ont des qualités naturelles qui dépendent pas des hommes qui les dirigent. Et d'ailleurs, comme disait Peter Lynch, lui, il aimait bien que les business aient des propriétés naturelles de type avantage compétitif qui étaient suffisantes pour que l'entreprise connaisse un succès, même si un jour un idiot devait la diriger, parce qu'un jour ou l'autre ça arrive. C'était sa fameuse phrase. Donc voilà. Mais oui, mais c'est pour ça de toute façon que on pondère, en tout cas moi je pondère beaucoup le facteur CEO fondateur, parce que si tu as toujours le fondateur de la société au management, c'est souvent un bon point, puisque c'est souvent la personne la mieux placée pour comprendre et pour diriger le business, puisque c'est lui qui l'a créé. Et tu as aussi le facteur entreprise familiale, puisque forcément si tu as une entreprise qui se transmet de génération en génération, bah, c'est comme une petite monarchie, hein, forcément tu as envie que ta société perdure pour tes descendants, et donc forcément tu as tendance à prendre des décisions un peu plus long terme. Tout à fait, et c'est le point suivant de la lettre de Buffett en fait. D'accord. C'est exactement celui-là, et il va même au-delà. Donc il y a l'ensemble des investisseurs qui sont de purs investisseurs, qui ont moins la culture business ou la culture entrepreneur, qui sous-estiment l'aspect managérial. Et voilà. Donc il y a cette histoire de business qui relève du business familial. Et en fait, ça relève du concept de ce qu'on appelle les alignements d'intérêts. Donc l'alignement d'intérêts, c'est que un business, à un moment donné, les actionnaires élisent un board avec un président et un conseil d'administration qui va diriger l'entreprise. Et que ça soit par conflit d'intérêts des gens qui sont nommés à ce board, ou parce que parmi les actionnaires, il y a des gens qui ont beaucoup de poids et qui ont des intérêts divergents avec l'intérêt propre du business, vous vous retrouvez avec des managers qui prennent des décisions contraires à l'intérêt du business. Ce qui, pour le coup, comme tu le disais, tu diminues vachement ce risque quand tu as un management familial dont le succès de la famille est lié au succès de l'entreprise. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as un exemple de business parti en biberine sur alignement d'intérêts. Il y en a plein. Hein. Je crois pas avoir d'exemple. Alors, il y en a plein. Alors, je sais qu'il y a un exemple. Il me semble en avoir entendu parler. C'était General Electric, il me semble, dans les années 2000, qui était complètement parti en vrille parce qu'ils ont eu des managers catastrophiques. Mais sinon, j'aurais pas d'autres exemples. Alors, il y a plusieurs catégories. La plus connue en France, celle qui a été le plus répandue dans la culture des investisseurs populaires que nous sommes, dans la culture populaire de l'investissement, c'est Charles Gave qui a dû matraquer pendant Oui, mais évidemment. 8 ans et fuyait tout business où l'État est partie prenante. Et oui. Puisque l'État va prendre des décisions qui sont liées avec les intérêts électoraux ou avec des intérêts diplomatiques avec d'autres pays ou avec des arrangements de traités quels qu'ils soient qui n'ont du coup peut-être pas d'alignement avec l'intérêt des actionnaires de business. Alors on peut penser à EDF, on peut penser à plein de choses de ce type-là.
Après, on a des intérêts privés, où là, c'est des conglomérats qui jouent des coups. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de fuir les investisseurs institutionnels quand ils sont au capital. Le deuxième le plus connu, alors il y a une série là-dessus, c'est Billions. Je sais pas si tu connais Billions, t'as jamais vu? Pas du tout, non. C'est avec Axel Rod et je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est très intéressant parce que c'est un millionnaire un milliardaire de hedge fund qui est toujours en affrontement direct avec un procureur de la ville de New York. Et tu as une très bonne représentation des mécanismes de ces deux milieux, avec le procureur qui est un politicien et qui fonctionne à la faveur. Donc lui, toute sa carrière, en fait, c'est de s'accorder des faveurs entre politiciens. Ils mettent vraiment en avant ça, et évidemment, le mec en face, c'est le gars qui fait des coups sans foi ni loi en mode hedge fund new-yorkais, quoi. Et quels sont ces fameux coups sans foi ni loi? C'est quand tu joues des coups de billard à 3 bandes. Donc tu vas par exemple investir dans 2 entreprises concurrentes, et donc tu te retrouves avec un hedge fund qui est propriétaire dans ton entreprise, et toi tu es petit actionnaire. Puis en fait, l'intérêt du hedge fund qui a investi dans 2 entreprises concurrentes, c'est d'en couler une, de manière à ce que l'autre se retrouve en situation de monopole et monte les prix. Et si toi tu fais partie de celle qui est en situation de pilote qui veut cracher l'avion, tu as un partenaire investisseur qui a mis beaucoup d'argent qui est là pour te couler, quoi. Alors là, pour le coup, je pense on a vécu ça en France avec, si je dis pas de bêtises, parce que le dossier est très très vieux, mais tu avais un conglomérat indien, Mittal Steel, qui avait racheté des entreprises, des aciéries ou des fourneaux en France, et dont le but final était de les fermer. Parce que tu achètes l'entreprise dans un pays, et si tu flingues l'industrie d'un pays, alors que toi tu es le leader dans le tien et que tu es low cost, après tu envoies tout et tu fais de la marge sur ce que tu envoies, quoi. Donc ça, c'est les intérêts non alignés, plus en mode coup de pute. Et puis après, tu as les intérêts non alignés communistes, quoi. Alors là tu as tout le sujet ESG, où des gens sont rentrés en mode ultra politique au capital des entreprises, avec des exigences de gestion d'intérêts qui ne sont pas ceux des actionnaires. Alors eux, ils t'ont emballé ça sous le mode nous allons gérer les intérêts des clients, des salariés, de l'environnement, c'est tout le package ESG. Mais à la fin, ça veut dire que l'entreprise se retrouve contrainte, pour avoir l'argent de ces fonds-là, à aller dans un sens qui est celui de satisfaire d'autres parties prenantes que les actionnaires. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Tu as une entreprise à un moment donné, c'est Disney qui part en couille parce qu'ils sont là pour cocher des cases de critères, on ne sait pas trop quoi, pour satisfaire le fait que si tu fais pas ça, tu n'as pas l'argent du fonds d'investissement, machin. Enfin voilà, vous connaissez toute l'histoire, c'est un peu plus soft comme des alignements d'intérêts, mais c'est quand même le plus connu des 10 dernières années, cet aspect ESG. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ouais. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait énormément de conneries et qui ont même presque flingué leur business à cause de ça. Disney, c'est un exemple. T'avais aussi eu la polémique avec Bud, tu sais, la marque de bière américaine qui s'était mis à faire des campagnes wokistes et qui s'était pris un bad buzz monstrueux parce que Bud, c'est un peu la bière du redneck du fin fond des États-Unis, tu vois. Donc lui, le ESG et le wokisme, c'est pas sa tasse de thé. Et t'avais eu Ford aussi qui vend le pick-up le plus acheté aux États-Unis, qui avait fait pareil une pub complètement wokiste et qui s'était pris un bad buzz monstrueux. Tout à fait. Ça, c'est quand tu as besoin d'attirer des capitaux de personnes qui n'investissent pas en direct. Le dernier en date aussi, il y a Jaguar qui a complètement flingué sa marque. Je sais pas si tu l'as vu passer celle-là.
Je, Guy Spears avait réagi à ça. Guy Spears Ah avait ouais? dit, ouais, il avait réagi en disant, alors pour le contexte, ceux qui savent pas, là, il y a eu une pub complètement scandaleuse où Jaguar avait jeté son histoire à la poubelle pour faire un truc rose bonbon, complètement Ouais, ouais, délirant. ouais. C'était et Guy Spears avait répondu de manière hallucinée que lui, vu de sa fenêtre, on n'avait pas fait pire erreur débile depuis le New Coke dans les années 80 et qu'il était persuadé que, enfin, qu'il ne comprenait pas comment, avec les écoles de commerce telles qu'elles sont et aux États-Unis et compagnie, que tu puisses te retrouver avec des gens en capacité de décider dans des grandes boîtes qui sont pas au courant de ça, quoi. Que tu joues pas avec une marque comme ça, que tu jettes pas ta marque à la poubelle du jour au lendemain parce que tu as mis 100 ans pour la bâtir. Enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Donc Mm. là, t'es au-delà du réel dans de cas comme ça. C'est Euh, clair. mais il y a un pas de plus. Il y a une étape de plus dans la réflexion de Buffett et Charlie Munger et dans sa lettre dont on parle depuis tout à l'heure. Parce que même si vous avez l'impression qu'on n'en parle pas, on parle que des sujets qui sont dans la lettre. Euh, Warren Buffett revient sur un sujet lié à tout ça, le management, l'incentive, et qui est l'aboutissement de sa réflexion à lui et à Charlie Munger sur 60 ans, sur ces sujets-là. Et ça va même au-delà de 1000 grammes. C'est quelque chose qui, selon Charlie Munger, occupe toute la place des comportements humains et qui, malgré ça, n'est même pas documenté dans la littérature scientifique et sociologique. Et ce sujet, c'est la jalousie. Voilà, aussi fou que ça puisse paraître. Selon Buffett et Charlie Munger, tu as parmi les mécanismes d'incentive, qui sont des mécanismes de carotte et de bâton, hein. Mm. Ça, c'est aussi simple que ça. Tu as un autre trait de la nature humaine qui est vraiment un moteur extrêmement puissant qui pousse les gens à faire des choses. Parfois jusqu'à tuer, hein. Ça, qui est la jalousie. En anglais, évidemment, ça se dit l'envie. Et en français, ça peut aussi se dire l'envie. Et Munger était quand même halluciné, parce que lui qui lisait tout et qui s'intéressait au concept d'ailleurs de succès des entreprises au travers de ces comportements psychologiques. Parce que, par exemple, quand tu comprends l'expérience de 1000 grammes ou l'expérience de tuer la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, si tu connais ça, ça c'est une idée à 10% de rendement si tu achètes Tupperware dans les années 80. Parce que Tupperware, tu connais Tupperware? Ouais. Tu sais comment ils vendent? Tu as déjà entendu parler de Ouais, c'est l'histoire? du MLM foireux. C'est du MLM foireux, mais ça on s'en fout, ça c'est mais la technique de vente, c'est de réunir des gens dans un salon. Ouais. Et tu as une espèce d'émulation qui se met en place sur le mode justement de l'expérience de 1000 grammes et compagnie. Donc, quand on parle de psychologie et quand on parle de ces mécanismes psychologiques qui étaient au cœur de la réflexion de Charlie Munger et qui a beaucoup d'éteint sur Warren Buffett, sans ça, tu n'achètes pas Coca-Cola. Euh, tu as quand même, ils s'en sont servis pour faire des achats à très fort rendement en trouvant des entreprises qui avaient justement pour avantage compétitif de reposer sur de très puissants mécanismes de ce type-là. Mm. Coca-Cola en est un. Coca-Cola est une entreprise basée sur une très forte, sur une quasi-propriété de la marque Coca-Cola sur le cerveau des gens partout autour de la planète, qui font que dans un processus de décision qui n'est pas celui de la comparaison de qualité, comme quand tu achètes un téléphone ou un lave-linge, qui est un processus qui suit un autre circuit dans le cerveau, qui est un processus de décision immédiat, c'est Coca-Cola qu'on choisit. Pas plus loin, ça sera 2 heures dans une autre émission. Donc ils sont allés chercher des milliards avec ces idées-là, il faut bien en être conscient. Et ils étaient hallucinés que la littérature scientifique n'ait pas documenté l'envie et la jalousie
qui sont quand même à la base en ricochet de la cupidité de Wall Street, des phénomènes de corruption, des gens qui détournent de l'argent, enfin tout ça n'est pas documenté scientifiquement dans les études sociales. Alors évidemment, les plus chatouilleurs expliquent que c'est normal parce que les gens qui font des études de sociologie sont eux-mêmes d'énormes jaloux. Donc ils peuvent pas avoir le recul sur leurs propres défauts par biais de je sais pas trop quoi. La conclusion de Buffett dans sa lettre sur ce sujet-là, il relève une anecdote, c'est que à un moment donné, les jaloux, aux États-Unis ont voulu porter l'opprobre sur les PDG américains en obligeant à rendre leur rémunération publique. C'était pas le cas à une certaine époque. Les rémunérations étaient privées. Et puis les gens qui disaient c'est trop, bah, ça peut être le cas, il n'y a pas de souci, tout est discutable. C'est pas parce que je prends des positions un peu clivantes que je peux pas discuter de certains cas qui sont inadmissibles. Mais une fois que ça a été mis en place, eh bien les PDG se sont retrouvés à publier leur salaire et il s'est passé le phénomène inverse. C'est-à-dire que la jalousie avait poussé à observer à vouloir rendre public leur salaire pour qu'ils se sentent honteux. Et une fois que tous les salaires ont été publics, eh ben, n'importe quel PDG qui se rendait compte du jour au lendemain qu'il était payé 14 fois moins que le PDG d'à côté, ben, par l'envie et la jalousie, faisait tout pour se faire payer 14 fois plus. Et tous les salaires des PDG ont explosé vers le haut. Voilà, c'était le... Mais d'ailleurs, en parlant d'incentive et de salaire du PDG, t'as Elon Musk dernièrement là qui a fait son petit caca nerveux sur Tesla parce qu'il veut 1 milliard ou je sais plus combien. J'ai pas suivi l'affaire, mais en gros, tu sais, il menace. Déroule, mais je suis pas d'accord. Il menace de quitter Tesla si jamais il a pas 1 milliard ou j'ai plus les montants en tête. 1 trillion. 1 trilliard. 1000 milliards. 1000 milliards. Bon, encore pire. Alors, ouais. Donc, c'est... En fait, le package est lié à une performance. Donc là, pour le coup, moi, je trouve que c'est une incentive positive. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, là, vous pouvez trouver l'info gratuit sur Twitter. Donc, je vais dire des chiffres faux. Vous êtes habitués à ces chiffres faux et aux ordres de grandeur balancés de mémoire. En fait, s'il veut atteindre son fameux trillion de package, il doit multiplier par 10 la market cap actuelle de Tesla. Oui, mais c'est conditionnel à faire x10, je crois, sur la market cap. Je sais pas si tu peux le trouver. J'avais pas l'info par contre. Voilà. Donc en gros, Elon Musk a dit, je vais vous demander ce package à 1000 milliards Ah oui, à condition de remplir une série d'objectifs drastiques, Voilà. effectivement. Mais comme tous les journaux sur lesquels je clique sont payants, eh bien, je ne peux pas voir lesquels c'est. Et sur Twitter, tu vois les tweets. Et il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette pour le Twitter Elon Finance. Musk l'a expliqué. Il a dit non mais vous délirez complètement les gens. C'est en gros si Elon Musk sort le robot Optimus et qu'il apporte à la planète je sais pas combien de milliards de nouvelles mains productives avec ces robots intelligents et qui fait la full conduite autonome et qui colonise Mars, dans les 10 ans, c'est ça le deal, il est là, quoi. Donc en gros, il a promis la Lune et il a dit, mais vous me donnez 1000 milliards si j'y vais, quoi. Donc voilà, en gros, s'il y arrive, c'est de la folie, quoi. S'il arrive à avoir ces 1000 milliards, mais il va aller les chercher. Mais c'est trop risqué. Investir dans une boîte avec un CEO comme ça, qui fait autant les gros titres des journaux, et qui crée autant de polémiques, et qui fait autant parler de lui, et qui peut faire chuter le cours de bourse de son action sur un simple tweet. C'est pas faux. Pour moi, c'est trop. C'est pas faux. C'est trop. J'arrive les poulets. Donnez-moi encore un peu de temps. Please. Quoi, t'es pas Allez, père de famille, toi? Attends, tu sais quoi, mais j'ai ma copine qui m'attend aussi pour manger.
Et du coup, on peut finir avec quelques questions-réponses. Notamment, il y en avait un, donc Marc qui te demande, Mathieu, peux-tu expliquer comment as-tu trouvé ASTS avant qu'elle explose, juste pour comprendre ta méthode? On se donne un quart d'heure de questions-réponses, ça te va? Ouais, très bien. Ouais, allez, go. Alors, comment je trouve des actions? ASTS. ASTS, vous aurez noté que ça commence par A. Et vous aurez noté que mon cimetière chinois commence par A. Et Warren Buffett avait une, euh, une phrase qui disait si vous cherchez des idées, commencez par A. Parce qu'évidemment, à l'époque, tu cherchais dans des calepins des listes d'actions façon annuaire et tout commençait par A. Donc je dis ça parce que je voulais à nouveau citer Warren Buffett et conclure sur ce sujet-là. Donc effectivement, Anxian, je l'ai trouvé, donc Anxian qui me ramène 12% net en dividende et qui a 6 de PE en ce moment et qui est un cimetière en position de monopole en Chine. Je l'ai trouvé en parcourant la liste des entreprises en commençant par A. Et ASTS, du coup, j'étais tombé dessus aussi pour ces raisons-là, mais j'avais vite passé. Parce que quand je fais ça, je lis les descriptions de business, le business model. C'est ça qui m'intéresse. Parce que en fait, quand tu fais ça, tu tombes sur énormément de boîtes, commodités. Donc en gros, tu as REIT, immobilier, tu as immobilier, service financier, immobilier, service financier, immobilier, service financier. Peut-être 80% des boîtes, c'est ça, quoi. Puis d'un coup, tu lis un truc et il y a marqué un cimetière en Chine. Alors là, tu vas voir, tu vois. Et à STS, j'étais passé un peu vite parce que dans la description, il y avait marqué que c'était une entreprise qui allait lancer des satellites. Bon, j'ai passé parce que ça m'intéressait pas. Et puis, en fait, cette boîte a énormément fait parler d'elle sur X, sur Twitter, avec des gens qui sont donc sur Twitter, tu trouves des groupes de gens qui suivent avec des investissements de type startup. Et donc moi, je suis ces groupes-là, et effectivement, eux, ils te disent quelles sont les thèses sur les startups. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé à voir énormément de gens qui expliquaient que ASTS allait devenir le monopole des satellites sur la liaison 5G directe. Et puis ils discutent entre eux. Oui, mais pourquoi Starlink et tout le monde t'explique que Starlink ne le fait pas parce qu'il faut passer par un petit disque satellite intermédiaire parce qu'ils n'ont pas la technologie et que quand bien même ils l'auraient, tu as une problématique de licence et puis ils te relaient. Alors évidemment, ça c'est tout le blabla et c'est tout le bruit. Et évidemment, ces gens-là vont te parler de 30 idées. Voilà, tu vas dans ces sphères-là sur X, tu as une trentaine d'idées autour des startups qui circulent. Donc moi, je vais voir. Donc je cherche dans l'annuaire en commençant par A. Je vais m'inspirer dans des groupes de partage. J'ai moi-même monté un site où les gens venaient partager des idées, qui s'appelait snowball.fr et qui va être décommissionné dans pas longtemps puisque tout est transféré sur Bagger. Donc Bagger est censé devenir un lieu où tu auras ce partage d'idées avec des gens qui te diront pourquoi et comment ils ont trouvé telle idée et pourquoi elle est bonne selon eux. Et puis ma dernière source, c'est les super investors, où je regarde en permanence quels sont leurs achats. À nouveau, voilà, Michael Burry, comme le disait Hugo tout à l'heure, il a fait 4000 achats ces 3 dernières années. Je les ai tous regardés du coin de l'œil. Bah, j'en ai fait 2 comme lui, Alibaba et les prisons privées du Géogroupe. Parce que parmi tout ce qu'il a fait, c'est les seuls que je comprenais. Donc voilà, je prends plein de sources, évidemment la dernière étant une recherche personnelle sur base de screeners avec différentes approches. Voilà, de temps en temps, je sors la liste des dividendes aristocrates et j'essaye de voir s'il n'y en a pas un qui a 8% de rendement. Ça arrive, c'était le cas de 3M il y a 2 ans. Et puis de temps en temps, je sors la liste des top quality de Bagger qui viennent. Donc avant, je l'avais pas, je le faisais par moi-même avec des filtres ROIC et compagnie. Donc voilà, il y a l'approche screener, il y a l'approche super investors, il y a l'approche groupe de personnes comme nous qui s'expriment soit sur des sites comme on met en place avec Bagger ou le Value Investing Club aux États-Unis, mais maintenant il est devenu payant, il est plus accessible, ou du réseau social.
Et parmi les... si tu fais ça, tu vas trouver... tu vas entendre parler de 1000 boîtes. Mais c'est déjà mieux que les 49 000 qui existent. Donc tu as déjà réduit ton filtre à 1000. Voilà. Bah, de toute façon, dans les 49 000 qui existent, la plupart ne valent même pas le coup de s'y intéresser parce que t'as énormément de rates, t'as énormément de bancaires, t'as énormément de sociétés financières qui sont pas forcément intéressantes non plus. Donc la majorité des boîtes, en fait, elles ont pas énormément d'intérêt. Deuxième commentaire, on a François Viéville. Alors je crois qu'on a déjà vu passer ton pseudo d'ailleurs, qui dit: j'ai quelques questions pêle-mêle, notamment François, tu l'as j'aimerais rencontré. savoir. Il était à ton event, François. Je sais parce que je t'ai appelé et j'ai fait un WhatsApp. Ah, Il m'a dit salut, c'est c'est lui, François. tu crois? Ouais, Ah, mais sûr et certain. Moi, je me peut-être rappelle que très c'est bien lui qui alors, c'est, François. effectivement. Peut-être. Bah alors, il y a tellement de François, mais alors Non, moi, je sais effectivement, que mais c'est si lui. c'est Salut, le François. François de Moi, je me l'event, rappelle de eh bien, toi. salut à toi. Bah, du coup, il nous dit, donc j'aimerais savoir quel TAM Hugo a retenu pour Constellation Software. Alors pour Constellation Software, moi j'ai essayé de faire une estimation de marché avec plusieurs sources, mais c'est assez difficile parce que Constellation Software est sur un marché hyper fragmenté des VMS, donc des Vertical Market Software, et ça oscille entre 146 milliards et 169 milliards en fonction des sources. Donc si on arrondit, ça fait 150 milliards de dollars de TAM aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle, en 2025, en sachant que Constellation Software a un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars. Donc en fait, c'est assez simple, on fait le ratio entre les deux, ça fait 6,6%. Donc ils ont 6,6% de part de marché à peu près aujourd'hui, et il est estimé le marché d'atteindre un TAM quelque part entre 250 et 548 milliards. Alors, c'est une fourchette assez large en 2030, entre 2030 et 2035. Donc si on dit 400 milliards, bon bah ça laisse plus de x2, allez x3 on va dire sur le marché. Donc si Constellation Software suit la croissance du marché, elle pourrait faire x3, et si elle arrive à surperformer la croissance du marché, eh bien faire encore plus. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui le TAM il est à peu près de 150 milliards et Constellation Software a 6,6% de part de marché. Ensuite, donc s'agissant du débat sur les certitudes dans l'avenir, l'effet Lindy, c'est un concept selon lequel plus une société existe depuis longtemps, plus elle a de chances de perdurer dans le futur, et c'est souvent l'argument principal des thèses de Mathieu. Alors ça, c'est pas une question, pour le coup, c'est une affirmation. Alors, l'effet Lindy, si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est tout à fait probable que je dise des conneries de temps en temps, mais c'est votre rôle de nous corriger en commentaire et de nous poser des questions pour la fois d'après. Donc n'hésitez pas. Si je te dis pas de bêtises, l'effet Lindy, ça vient d'un bar à New York, qui est pas loin de Broadway, où dans ce bar, tu avais les troupes des théâtres de Broadway qui allaient manger un truc à 23h, minuit le soir après les représentations. Et on appelait l'effet Lindy le fait que les groupes qui étaient là depuis le plus longtemps avaient le plus de chances d'être là encore longtemps. Et que les groupes qui débarquaient pour la première fois, parce que la pièce était neuve, c'est ceux qui avaient le moins de chances d'être là le samedi d'après, quoi. Donc tout ça pour dire, donc déjà si je me suis planté que c'est pas du tout ça l'effet Lindy, je trouve quand même que l'anecdote elle est cool. Mais tout ça pour dire que ça fonctionne pareil avec les bouquins. Si tu prends un bouquin qui existe depuis 100 ans, un classique, tu peux raisonnablement penser que sa durée de vie à venir correspond à sa durée de vie déjà passée. S'il a passé l'épreuve du temps pendant 100 ans, tu peux estimer qu'il sera encore là dans 100 ans. La Bible a 2000 ans, enfin, elle a peut-être pas 2000 ans, parce que ça n'a pas été écrit le jour de la naissance du Christ, mais tu as compris le concept. Donc la Bible ayant passé l'épreuve du temps sur 2000 ans, tu peux raisonnablement penser qu'elle a plus de chances d'être là dans 2000 ans que le classique qui a 100 ans. Et évidemment, le livre qui sort demain, de je sais pas quel auteur, peut-être s'il sort demain, les chances qu'il a de durer un jour sont au maximum. Et s'il se vend bien pendant un mois, il a des chances de continuer à se vendre pendant un mois.
Et en fait, au plus ça dure, au plus tu accumules de la probabilité de survie dans le futur. C'est ça l'effet Lindy. Ça s'applique très très bien aux technologies parce que voilà, si on part du principe que la chaise est une technologie, ça c'est dans le bouquin de Nassim Taleb, hein, j'ai l'inserto qui est ici, je le pointe de mon doigt pour ceux qui voient, il te donne cet exemple-là. La chaise étant une technologie qui existe depuis longtemps pour que l'homme puisse s'asseoir, a plus de chances d'être un produit qui se vendra dans 1000 ans que le clavier d'ordinateur. Le clavier d'ordinateur, ben mine de rien, ça a été inventé. Alors, ça a été inventé avec la machine à écrire, mais on va dire que ça a 90 ans. Donc, c'est une interface avec la machine qui a 90 ans. Et en fait, avec ce qui se passe avec l'IA, tu vois bien qu'il n'a peut-être pas autant de chances que ça de perdurer dans le futur comme une interface avec la machine. Donc, au plus une technologie enfin, voilà, c'est le souci des technologies, c'est leur courte existence dans notre vie leur donne peu de probabilité d'existence dans le futur au regard du reste. Ça, tu peux t'en Tout servir à pour fait. pondérer énormément de choses, la nature humaine, les comportements humains. C'est comme ça que tu fais la différence entre la nature humaine profonde, l'envie et la jalousie, c'est un des péchés capitaux, donc ça remonte à des millénaires. Maintenant, la tendance à la mode du moment des joueurs de l'équipe de France qui mettent des vestes grosses comme ça fait pas partie de la nature humaine. Ça fait partie de la mode et ça va pas durer 2 ans. Voilà. Tout à Je fait. t'en prie, Hugo. L'effet Lindy. Et ensuite, on a un commentaire alors un peu plus hors finance, celui-là, de Deguerno Antoine, qui nous dit: Salut les gars, merci et bel épisode encore une fois. Question: le savon noir pour ma vaisselle et mon sol, ok, mais le savon noir dans mon lave-vaisselle, comment je fais? Ça, c'est Eh bien, toi, Hugo. écoute, normalement, Antoine, tu as dans ton lave-vaisselle un compartiment qui sert à mettre les petites pastilles. Et dans ce compartiment, tu peux soit mettre des pastilles, soit mettre du liquide vaisselle. Qui coûte une fortune. D'ailleurs, le liquide vaisselle, ça coûte quelque chose entre 4 et 6 euros la bouteille, alors que ton fameux savon noir, ça coûtera quelque chose comme moins de 10 centimes, je suis sûr, ta bouteille diluée. Bref, et en fait, tout simplement, tu mets ton savon noir dilué à l'emplacement du liquide vaisselle, et ça fera exactement la même chose. Tu fermes le compartiment et tu lances ton lave-vaisselle, et ça marchera très bien. Et alors, il y en avait un autre, je crois, qui parlait de Zoetis, mais j'arrive plus à le retrouver. Je prends la question de The Lost Expat qui me demande pourquoi KHC Heinz. Quand tu as la qualité suisse sur un drawdown de 40% avec chocolat, café, nourriture pour animaux, Nestlé, non, et francs suisses, la meilleure devise du monde, point d'interrogation. Bonne question, mais en fait, du coup, ça fait trop de questions. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, sur le ketchup Heinz, ce que j'ai repéré, c'est justement que cette galaxie de produits épicerie, aux États-Unis, elle marche plus. Donc, Kraft Heinz, en tant que conglomérat de produits d'épicerie multiples et variés, est en train de se déprécier au global en moyenne de tout ça, alors qu'en son sein, il existe le ketchup Heinz et les sauces, le Taste Elevation qu'ils vont créer, où ça a de la croissance, ce qui est très rare dans le consumer staple. Donc, tu as un truc qui est en croissance caché au milieu d'un truc où tu as énormément de questions qui se posent, qui va se libérer par split. Et du coup, pourquoi pas Nestlé? Alors, je sais plus pourquoi, mais à une époque, j'avais regardé les conventions là sur les dividendes avec la Suisse quand tu es en France. En fait, Ouais, c'est une catastrophe. t'as la double imposition, donc tu payes 2 fois tes impôts, donc déjà ça fait mal. Il n'y a pas de convention fiscale avec la Suisse? Non, il n'y a pas de convention fiscale. C'est ce que j'avais lu à l'époque. Alors, je me suis peut-être trompé ou quoi que ce soit, mais tu payes tes dividendes, tes impôts sur dividendes 2 fois. Et puis justement, quand tu as beaucoup de produits, le problème, c'est que il faut essayer d'avoir un avis sur tous les produits. Donc le chocolat, je veux bien considérer qu'ils sont leaders, mais j'en sais rien. J'ai jamais regardé la boîte parce que vraiment pour étudier la boîte, c'est compliqué. Après Nestlé, je sais que c'est une bonne boîte. Je pense que je suis surtout jamais allé par rapport à la double imposition suisse, première chose. Mais si je faisais le boulot à fond, j'essayerais de comprendre où est-ce qu'ils sont vraiment leaders
et pas juste ils sont partout. Et est-ce qu'ils ont vraiment des parts de marché sur tous ces produits-là où ils sont vraiment en position prépondérante? Parce que par contre, alors, je sais que The Lost Pack, des fois, il rigole, il me dit que je suis incohérent et tout. Je suis d'accord. De toute façon, j'ai pas la science infuse et je partage que mes opinions. Mais je comprends qu'il y a des incohérences. Mais par exemple, si je prends du Ricard, c'est parce que chez Ricard, c'est pas une galaxie de produits. C'est chacun des produits qu'ils ont est un alcool qui a un monopole local dans une région géographique. Alors ils sont soit premier, soit deuxième, soit troisième. Mais en gros, Ricard, malgré la galaxie de produits qu'ils ont, c'est facile à comprendre. Parce que tu sais qu'ils ont Ricard en France et tu sais qu'ils sont leaders. Donc ils ont le monopole de l'alcool le plus consommé en France. Ensuite, tu peux regarder si le clan Campbell, c'est les premiers en Angleterre. Tu peux regarder si le gin, c'est les premiers en Espagne. Tu peux regarder si la vodka, c'est les premiers en Russie, ce qui n'est pas du tout le cas avec Absolut, mais c'est les premiers chez nous, mais ce n'est pas un alcool prépondérant. Mais la dynamique n'est pas du tout la même en termes d'épicerie globale. Voilà, donc c'est quand même plus facile pour moi de comprendre dans ces conditions-là. Voilà. Et pour rebondir sur cette histoire de fiscalité, il y a Thibaut qui me dit bonjour messieurs, très intéressant pour Heinz, mon seul frein pour ces actions, c'est l'imposition 15% à la source US, plus 30% en France, on se retrouve aux environs de 4% de renta. Oui, mais alors avec les US, tu as la non-double imposition. Donc tu récupères tes 15%, alors tu récupères pas la totalité parce que justement, alors j'ai fait une vidéo vendredi sur alors qui sera sortie quand vous verrez ce podcast sur l'histoire des impositions et notamment de la double fiscalité, parce que vous savez que sur PEA, c'est pas possible de récupérer les retenues à la source étrangère. Donc en fait, le PEA, à part si vous achetez des actions françaises, pour le dividende, c'est éclaté et ça sera toujours plus cher que le compte titre parce que justement, vous allez vous faire double imposer. Et la retenue à la source étrangère, et il y a des pays qui se rincent, comme la Suisse, je crois que c'est 35%, même si techniquement, c'est pas un pays PEA, mais l'Allemagne, par exemple, c'est 26,4%. Donc si vous payez, si vous recevez des dividendes allemands, c'est 26,4% plus 17,2 à la sortie, donc en fait vous faites éclater. Mais si tu achètes Heinz sur un compte titre, pour le coup, parce que tu es obligé de l'acheter sur un compte titre, bah, tu récupères en fait. Donc in fine, tu vas pas payer 15 plus 30, donc 45, mais tu vas payer 32,2%, parce qu'en fait tu vas payer ta CSG, CRDS, donc tes 17,2 quoi qu'il arrive, ça tu les payes, mais tu vas être remboursé une équivalence pour ne payer que 15% d'impôt sur le revenu. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai compris la chose, parce que c'est un bordel sans nom à comprendre. C'est que normalement, tu dois payer donc 15% à la source aux États-Unis plus 12,8 en France, soit quelque chose comme 32... Non, attends, je vais dire une connerie. 27,8. C'est ça, 27,8. Et du coup, en fait, tu vas payer que 15 au lieu de 27,8. Et tout ce qui est au-dessus, ça va être remboursé en crédit d'impôt l'année prochaine. Donc non, techniquement, tu vas pas être double imposé. Mais bon, ça sera un crédit d'impôt, donc quelque part, tu vas quand même les payer l'année N, mais tu vas être remboursé l'année N plus 1 en crédit d'impôt sur tes prochains dividendes. Voilà. Alors, je te sors la conclusion de Warren Buffett. Alors, avant qu'on en arrive là, à la conclusion de sa lettre, en dernier mot, je sais plus ce que je voulais dire sur... oui, mettez-nous bien en commentaire l'ensemble de vos questions. On trouvera une manière d'y répondre. Ça sera peut-être pas le cas prochain podcast parce que on va avoir des invités. Donc on verra ce que sera la dynamique. Et puis vous nous dites un petit peu la tournure que prend le podcast, si on réoriente différemment certains aspects. Malheureusement, on a eu un commentaire qui nous expliquait qu'il regrettait beaucoup le départ de Jean. C'était mon avis dès le départ, qu'il y aurait un gros risque à ce que la dynamique historique avait été installée entre Hugo et Jean à l'époque, ça fonctionnait d'une certaine manière, et aujourd'hui, c'est plus la même chose. Maintenant que je suis là, j'en suis désolé. Alors moi, à titre personnel, j'ai monté toutes mes chaînes de zéro. Donc c'est la première fois où je me retrouve à un endroit où c'est pas moi qui ai fait venir l'audience. Donc je comprends tout à fait que je sois pas adapté au goût de certains qui étaient là avant pour d'autres raisons. Et que je comprends pas dans ces cas-là. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup de retours positifs. Donc
Voilà. Donc je pense que Et- dans tous les cas, ça pourra jamais plaire à 100% des gens, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, voilà, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de la dynamique et si elle a besoin d'être réorientée d'une manière ou d'une autre. On est toujours preneur. Même chose sur Bagger. Inscrivez-vous il y a 15 jours pour l'instant. 14 jours. 14 jours. Tu vois, 14 jours d'essai gratuit. j'étais prêt à donner 10% de plus, tu vois. Voilà. Et puis surtout, ce qu'on a discuté sur l'histoire de la lettre de Buffett, où il y avait beaucoup d'effets psychologiques et compagnie. Et bien la conclusion de Buffett, c'est de vous proposer systématiquement en fait de vous choisir des héros et de les copier. Voilà, je pense que c'était le plus important pour Buffett et Munger, d'essayer de vous inspirer des gens justement qui méritent d'être des exemples pour vous. Alors lui, Buffett, il a mentionné Tom Murphy, qui était quelqu'un qui bossait pour lui. Je crois qu'il avait racheté sa boîte comme, selon lui, le meilleur. Je me renseignerai sur cette personne. Et je crois que pour Charlie Munger, c'était Benjamin Franklin. Et ces gens-là, vous pouvez les fréquenter même s'ils sont morts en lisant leurs livres. Benjamin Franklin a écrit l'almanach de Benjamin Franklin ou quelque chose comme ça. Et à la fin, si vous venez nous voir, on aura à cœur d'essayer d'expliquer les mécanismes ou comment tu te sers de ce que tu apprends dans ce genre de bouquin, de ce genre de leçons de vie, comme une retranscription directe de comment utiliser ces concepts-là pour choisir des actions. Et justement, en pondérant 2 actions, une dans la main gauche, une dans la main droite, laquelle est la meilleure entre les deux, et tout ce que partage Buffett, tout ce qu'a partagé Charlie Munger, sont toujours des notions qu'il faut essayer d'aller pondérer dans les boîtes pour essayer de qualifier quelle est la meilleure au-delà des chiffres comptables. Et pour ça, Hugo, on aura peut-être un développement dans Bagger d'un outil d'assistance au due diligence qui prend en compte cet aspect-là. Tout à fait. Parce que Bagger, c'est la carte météo. C'est ça, en fait, Bagger, c'est la carte météo pour comprendre comment piloter au regard des chiffres comptables de toutes ces boîtes. Mais un pilote décolle pas sans avoir fait sa checklist. Voilà. Et donc ça nous manque. On va le mettre en place. Ça va arriver, ça va arriver. Il y a énormément de boulot à faire sur l'application dans tous les cas, donc soyez certains qu'il y aura des nouveautés toutes les semaines, ça c'est clair. C'est pas des idées qui nous manquent, c'est le temps. Franchement, Et moi, je prends un engagement ferme devant vous. On a des ambitions très fortes pour Bagger et je vous garantis que tout sera déployé en janvier. Mais je vous garantis pas l'année. Et tu garantis pas quoi surtout. Voilà. Allez, sur ces mots. Super. Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Ciao.